Bonsoir à tous, merci à vous d'être présents, merci de votre fidélité pour ce rendez-vous Santé 10, ce nouveau numéro. Ce soir, nous parlons de la thyroïde et pour vous en parler, des professionnels de santé. Tout de suite, place aux invités. Nous parlerons de la thyroïde avec le docteur Friseline Velayoudon, endocrinologue diabétologue. Bonsoir docteur. Bonsoir Brigitte. Merci de votre présence. Juste à côté de vous, le docteur Cédric Sandy-Pierre, chirurgien ORL. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci de votre présence malgré le planning hyper chargé. Et puis bonsoir Monsieur Soubdan Dadi qui va nous porter son témoignage puisque lui, il a eu un problème de santé au niveau de la thyroïde et il a eu droit à l'opération. On va en parler tout à l'heure. Merci d'être là Dadi. Merci. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec le docteur Velayoudon. Qu'est-ce que la thyroïde ? Alors la thyroïde, c'est une petite glande qu'on a juste ici au niveau du cou. Tout le monde en a une. Donc on ne dit pas j'ai une thyroïde comme si c'était quelque chose d'anormal. Tout le monde a un cœur, tout le monde a un cerveau et tout le monde a une thyroïde. C'est une petite glande qui est au niveau du cou, juste collée à la trachée en avant. La trachée, c'est le tuyau qui nous permet de respirer. Et cette petite glande, elle a une forme de papillon avec deux ailes. Donc une de chaque côté. Et cette petite glande qui fait à peu près entre 4 et 6 cm, qui est vraiment très petite, elle produit des hormones qui sont indispensables dès la période où le bébé est dans le ventre de sa maman pour le développement de nos organes. Alors l'endocrinologue est un spécialiste justement qui s'intéresse aux hormones, entre autres, mais de manière plus concrète. Docteur, définissons cette spécialité. Qu'est-ce que l'endocrinologie ? Quel est le rôle de l'endocrinologue ? Alors, l'endocrinologie, c'est une spécialité qui est difficile à prononcer. Donc, il faut bien comprendre, endo, ça veut dire intérieur. L'intérieur du corps, c'est endo. Et crini, ça vient du grec, en fait, ça veut dire sécrétion. D'accord. Sécrétion, donc endocrino, c'est la sécrétion à l'intérieur du corps. Ça veut dire que le corps produit des substances qui vont être sécrétées, mais à l'intérieur du corps. Donc, endocrinologie, c'est la spécialité qui va étudier toutes les hormones que nous produisons et qui restent à l'intérieur de notre corps et qui nous permettent de vivre normalement. Quels sont les problèmes de santé les plus fréquemment rencontrés en rapport direct avec la thyroïde ? Alors c'est une bonne question. Les hormones, elles sont produites par des glandes. Donc ce ne sont pas des glandes qui font transpirer, ce ne sont pas les glandes sudoripares, les glandes de la sueur. Ce sont des organes qu'on appelle des glandes endocrines et qui vont produire des hormones. Donc, de la tête aux pieds, on en a plusieurs. À la base du cerveau, on a l'hypothalamus, qui est un ensemble de plein de petites cellules qui vont produire des hormones et qui orchestrent en fait toutes les autres glandes endocrines. Donc, l'hypothalamus et l'hypophyse sont les deux glandes principales de notre corps. Pourquoi ? Parce que l'hypophyse, qui a la forme d'une petite poire, c'est elle qui va contrôler toutes les autres glandes endocrines. Et il y en a plusieurs. Au niveau du cou, on a dit qu'il y avait la thyroïde. Derrière la thyroïde, il y en a d'autres aussi qui contrôlent le calcium, les parathyroïdes. On a aussi des glandes au niveau pour les hormones sexuelles, donc les ovaires, les testicules produisent aussi des hormones dont on s'occupe aussi des problèmes hormonaux qui viennent de ces glandes-là. On a le pancréas qui régule qui produit des hormones qui régulent notamment le sucre, dont on a parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Et on a les glandes en fait juste au-dessus des reins qui sont les surrénales, qui vont produire notamment le cortisol, qui est une hormone indispensable à la vie. Donc vous voyez, il y a beaucoup de glandes, donc des hormones qui sont produites par des glandes différentes, et donc des problèmes d'hormones qui peuvent être variés en fonction de la glande qui est malade. Quels sont les symptômes d'un problème de thyroïde ? Alors des symptômes, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Ils sont différents en fonction du sexe. On ne va pas avoir les mêmes symptômes chez la femme que chez l'homme, chez l'enfant, chez l'adulte, chez la personne âgée.
La thyroïde, ce qu'il faut savoir, et ce qu'on explique souvent aux personnes, cette petite glande, elle produit des hormones. D'accord ? Donc, les hormones, quand on en a besoin pour réguler notre température du corps, on va en produire normalement. Si cette glande travaille de trop, elle produit trop d'hormones. Donc, c'est l'hyperthyroïdie. D'accord. L'hyperthyroïdie, quand on a trop d'hormones dans le sang, tout est emballé. On va avoir des palpitations, de la transpiration, un amaigrissement anormal, du mal à s'endormir la nuit. Donc, tout est emballé en fait. Par contre, quand on a un manque d'hormones, quand la thyroïde ne fonctionne pas bien, on va avoir plutôt une hypothyroïdie et là, tout est ralenti. On a du mal à se réveiller le matin, on prend du poids, on perd les cheveux. Voilà, donc c'est vraiment l'inverse des deux, l'hyper et l'hypo. Et ça, c'est le fonctionnement de la thyroïde. Après, il y a des maladies en fait qui sont liées non pas au fonctionnement. La thyroïde, elle va fonctionner normalement, mais elle va se modifier à l'intérieur, devenir soit grosse, très grosse, c'est ce qu'on appelle un goitre, soit avoir dedans des nodules, donc des petits nœuds, des petites boules qui peuvent être embêtantes parce qu'elles sont trop grosses, elles peuvent comprimer, donc voilà. Donc soit un problème de fonctionnement, soit un problème de structure finalement. On connaît les causes, docteur? Alors les causes sont pas toujours très bien connues. Il y a beaucoup de causes qui sont dues à notre environnement. Vous avez notamment entendu beaucoup parler de la chlordécone. Il y a eu récemment encore des études faites chez l'enfant. Donc il y a l'environnement, ce qu'on mange, parce que la glande thyroïde, elle est très très sensible à l'environnement. Il y a les causes qui sont hormonales. Donc, par exemple, avec la ménopause, donc on a une carence en hormones et on a plus de pathologies de la thyroïde. Chez la femme, on a plus de maladies de la thyroïde aussi à cause de ces problèmes d'hormones. Et on a les causes auto-immunes. Alors, la cause auto-immune, c'est que le corps va fabriquer des anticorps qui vont attaquer la thyroïde et faire qu'elle va moins bien fonctionner ou trop fonctionner. Alors, on va revenir tout à l'heure sur les solutions pour traiter la thyroïde. Mais juste avant, je voudrais que le docteur Cédric Sandi-Pierre, qui est chirurgien ORL, eh bien, qu'il nous présente déjà cette spécialité. Oui, bonjour tout le monde. Alors, la chirurgie ORL, c'est très vaste. C'est très, très vaste. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que avant l'ORL en tant que tel était partagé entre l'ORL médical pur et la chirurgie, on va dire, cervico-faciale, c'est-à-dire tout ce qui est face et cou. Donc maintenant, c'est un peu différent. On fait à peu près tous le même cursus. On est ORL et chirurgien cervico-facial. Et après, chacun se surspécialise dans tel ou tel domaine. Alors, en tant que chirurgien ORL, ça veut dire quoi? On peut faire uniquement toute cette partie-là, ou au niveau de la face, tout ce qui est sinus, tout ce qui est aussi cancérologie ORL, après, notamment chez le tabagique, qui est un sujet d'actualité. Au niveau de la chirurgie cervicale, qui nous intéresse plus précisément, le chirurgien cervical traite tout ce qui est chirurgie au niveau des glandes. Donc déjà, tout ce qui est glandes parotines, les glandes salivaires, et aussi la glande thyroïde et parathyroïde dont on parlait tout à l'heure. Après, tout un pan de chirurgie un peu plus large, du larynx et du pharynx. Docteur, à quel moment il faut se diriger vers le chirurgien, il faut se diriger vers l'opération de la thyroïde? Alors, il y a des cas plutôt simples. D'accord? Donc, d'abord, ce que je veux dire, c'est que c'est une concertation, c'est-à-dire entre le radiologue, l'endocrinologue, d'accord, qui sont les pièces fondamentales là-dedans, le chirurgien, effectivement, le médecin traitant et le patient. Donc, tout ça est très important avant de prendre la décision d'opérer. Alors, des cas simples, c'est, bon, mais si vous voulez, vous avez un goitre, d'accord, c'est-à-dire une grosse thyroïde qui est gênante. Alors, elle est gênante pour quoi? Elle est gênante pour respirer, elle est gênante pour manger, voire des douleurs, mais bon, les douleurs, c'est vraiment quand même très rare. Mais plutôt, les patients qui se plaignent, bon, ils ont une tuméfaction, c'est-à-dire une grosseur ici, et ils ressentent une gêne très localisée à ce niveau, comme une compression.
Donc ça, c'est assez simple. Après, c'est tout un pan d'analyse et de concertation entre le chirurgien, le radiologue, l'endocrinologue et le patient. C'est-à-dire que, si vous voulez, en cas de nodule, donc on parlait de nodule. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des nodules. Avoir un nodule, ce n'est pas grave en soi. Plus de 95% des nodules sont bénins. 5% des nodules sont méchants, c'est-à-dire ont une pathologie cancéreuse. Donc, l'objectif avec le radiologue, c'est de savoir finalement quel nodule on va opérer. D'accord ? Donc, l'expertise du radiologue est très importante. D'accord ? Il va nous dire, bon, mais sur tel, il va faire une cartographie, c'est-à-dire on a le petit papillon, les deux lobes, il va nous dire, ah, ce nodule-là, il mesure tant, il a telle taille, il a l'air suspect, il n'a pas l'air suspect, et on a un certain nombre de classifications qui nous font nous dire, attention, ce nodule-là ou ces nodules-là ont l'air suspects ou pas. Et en général, nous les adresse justement avec l'expertise du médecin traitant, d'accord ? Le patient qui ressent aussi cette grosseur, et ensemble, on prend la décision. L'autre cas, le dernier cas, ce sont les cas où la thyroïde dysfonctionne. C'est-à-dire, concrètement, est-ce que le patient est en hyperthyroïdie ou pas? Alors, ce ne sont pas toutes les hyperthyroïdies qu'on opère. Là encore, l'endocrinologue qui suit le dysfonctionnement de la thyroïde pendant un certain temps, l'hyperthyroïdie, dans certaines maladies, comme la maladie de base d'eau, d'abord un traitement médical. Si le traitement médical, après un certain temps, échoue, on est en seconde ligne là-dessus. Un autre cas d'hyperthyroïdie, un nodule, comme tout à l'heure, mais qui fonctionne trop. Parce que l'extrême majorité des nodules, ils sont là, mais ils n'entraînent pas le dysfonctionnement de la thyroïde. Certains, oui. Et certains, en fait, ils fonctionnent, et ils font que, bon, il y a trop d'hormones dans le sang. Et en général, ceux-là aussi, on est amené à opérer. Donc, vous voyez, la décision se prend de façon collégiale. Très bien, on va revenir tout à l'heure pour vraiment parler de l'opération, comment ça se déroule, l'opération de la thyroïde. Je voudrais qu'on discute un petit peu avec Monsieur Dadi Soubdan. Vous vous êtes fait opérer de la thyroïde. Vous aviez quoi exactement, Monsieur Soubdan? Pas de signe particulier, sauf que parfois au moment des repas, ça veut passer du travers. Donc ça me posait quand même des petits ennuis parce que enfin, quand il y avait des invités, souvent, donc voilà, et puis je n'ai pas porté attention, je crois que j'étais un peu maladroit. Et jusqu'au jour, dans mon travail, j'ai fait un violent vertige. D'accord. Je ne pouvais même pas tenir le bout. Donc j'ai consulté mon médecin traitant qui m'a prescrit une échographie de la nuque, toute la partie de la gorge. Et c'est à ce moment-là, celui qui m'a fait l'échographie m'a dit, vous avez un nodule de 5 cm sur la glande thyroïde, il faut enlever ça le plus vite possible. Donc je suis retourné voir mon médecin traitant qui m'a envoyé voir le docteur docteur Nguyen. Il m'a dit le plus rapidement possible, il faut qu'on enlève ça. Et là, c'est pour ça que je me suis fait opérer de la glande. C'est seulement une moitié. Il a enlevé la partie où il y avait la glande et le nodule. Donc je vis encore avec la moitié, une partie. Quand on vous a annoncé qu'il fallait vous faire opérer, est-ce que ça vous a quand même déstabilisé? Est-ce que vous avez eu peur? On se pose peut-être des questions puisque c'est quand même à un endroit où... Tout à fait, Brigitte. Vous savez, on n'a jamais été opéré de sa vie, on n'a jamais été à l'hôpital, et lorsqu'on annonce ça comme ça laisse à réfléchir. Donc, je ne sais pas que j'ai eu peur, mais il y a un peu d'appréhension. On appréhende quand même. Voilà. Mais ça s'est bien passé, donc voilà. Tout à l'heure, on va parler de pendant. Et puis après, surtout, la vie d'après. Juste avant, je voudrais revenir avec Dr Velayoudon pour qu'on puisse parler des différents traitements. Quand on a un problème de thyroïde, eh bien, les différentes manières de traiter cette thyroïde.
Alors, quand la thyroïde ne fonctionne pas assez, quand elle est un petit peu fainéante, on est en hypothyroïdie, donc il faut donner des hormones thyroïdiennes. Donc les hormones thyroïdiennes, elles sont disponibles depuis les années 80 à peu près, et avec la lévothyroxine, donc ce sont des traitements qu'on donne à vie pour remplacer la glande thyroïde, des comprimés à prendre tous les jours et sans oubli de préférence. Et la régulation en fait de la dose, le dosage du comprimé, il se fait par des contrôles sur des prises de sang. Par contre, quand on est en hyperthyroïdie, c'est vrai que le traitement est un petit peu différent parce que ça va dépendre de la cause. Donc généralement, la priorité, c'est vraiment de ralentir le cœur, parce que les personnes se plaignent en priorité de palpitations, d'avoir le cœur qui bat très vite. C'est ce qu'on appelle la tachycardie. Et donc on va à ce moment-là ralentir le cœur avec des bêta-bloquants, qui sont des médicaments qui vont ralentir le cœur s'il n'y a pas de contre-indication. Et après, il faut traiter la cause. C'est toujours pareil en médecine, on ne traite pas une prise de sang, on ne traite pas une échographie, on traite la cause en fait. Donc la cause, on a vu, elle est différente. Si c'est un nodule qui est fonctionnel, qui travaille de trop, on va mettre des médicaments, mais on sait que si on arrête les médicaments, ça va revenir. Donc ce sera un traitement un petit peu plus radical, donc soit la chirurgie, soit en fait de l'iode radioactif, qui est une petite capsule d'iode qu'on va donner et qui va griller, brûler en fait ce nodule. Dans les autres causes, donc la cause la plus fréquente, on en a parlé, c'est la maladie de base d'eau. Donc c'est une hyperthyroïdie qui fait que la thyroïde qui a un goitre, elle est grosse, elle travaille de trop. Donc on va en priorité bloquer la glande thyroïde et l'empêcher de produire ses hormones. Donc là, ce sont des comprimés qu'on appelle des antithyroïdiens qui bloquent. Et ces comprimés, il y a plusieurs protocoles pour les donner, parce qu'on donne de fortes doses en général, mais il y a vraiment un contrôle très prudent des globules blancs, de la fièvre, à bien expliquer aux patients. Il y a aussi beaucoup d'allergies, et donc c'est des médicaments où il faut vraiment que ça soit le spécialiste qui puisse commencer le traitement et bien monitorer, bien contrôler la tolérance. Voilà, en gros, ce sont des traitements médicaux pour la majeure partie du temps. On va marquer une courte pause et puis on va revenir juste après avec le docteur Cédric Sandy Pierre pour que nous puissions parler de l'opération en elle-même. Voilà. Et pour ceux et celles qui prennent en cours l'émission, merci de nous suivre sur Canal 10 ce soir. Nous parlons de la thyroïde avec le docteur Friseline Velayoudon, endocrinologue diabétologue, avec le docteur Cédric Sandy Pierre, chirurgien ORL, et monsieur Dadi Soubdan qui nous porte un témoignage. Docteur Cédric Sandy Pierre, parlons de l'opération de la thyroïde. Comment se déroule l'opération de la thyroïde ? Alors, tout d'abord, comme toute intervention, il y a une phase de préparation, donc il y a un certain nombre de bilans, on voit l'anesthésiste. En général, le patient ira juste la veille de l'intervention pour voir si tout se passe bien et le opérer le lendemain. Alors, pour le patient, comment ça se passe? En général, c'est vrai que c'est anxiogène parce qu'on n'a jamais fait opérer, c'est le coup, c'est un peu... On entend toujours, mais la première chose qu'on entend, c'est la voix. Donc, moi, j'ai tendance toujours à dire que le patient se souvient souvent du redon, le fameux drain. C'est-à-dire que donc, vous allez vous faire opérer, d'accord? Ça dure environ 2 heures d'intervention si c'est une thyroïdectomie totale. Effectivement, on peut faire soit une totale, soit ce qu'on appelle une thyroïdectomie partielle. On enlève une partie, une moitié. Ce qu'a subi M. Soubdan, une partie, nous exactement. Disait. Et si vous voulez, les suites de l'intervention vont aussi beaucoup dépendre de ça. Alors c'est pour ça que je vais m'attarder un peu. Pourquoi on enlève plutôt un côté plutôt que 2 côtés? Tout dépend. Effectivement, on a vu qu'il y a 2 gros lobes. Donc si vous avez un problème sur un gros nodule ou plusieurs nodules du même côté, par exemple,
ça ne sert à rien d'enlever l'autre côté. D'accord ? Donc, on le garde, pourquoi ? Mais pour permettre surtout le fait qu'après, on n'ait pas besoin, on va revenir tout à l'heure, de prendre l'hormone dont on a parlé tout à l'heure, le lévothyrox. Alors, quand on enlève l'ensemble de la thyroïde, c'est qu'on soit on a un problème de toute la thyroïde, soit effectivement la thyroïde dysfonctionne globalement. Soit il y a des nodules partout à ce moment-là, effectivement, soit il y a une hyperthyroïdie par exemple, il faut enlever toute la thyroïde. Alors pendant l'hospitalisation, le patient reste hospitalisé entre 2 et 3 jours. Ils sont entre J1, si on enlève le côté, J2 ou J3. C'est-à-dire J3, c'est J1, c'est 1 jour après l'intervention, J3, 3 jours après l'intervention, en général plus 2 jours après. Alors pourquoi on fait ça ? En fait, on surveille. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours des risques à l'intervention dont on va parler tout à l'heure. Et on voit si le patient va bien, si au niveau cervical tout se passe bien, s'il n'y a pas d'infection, si on fait des petites prises de sang, voir si tout est au bon niveau. Et le patient, en général, très franchement, je l'ai dit toujours après avoir exposé l'ensemble des risques possibles, franchement, on se souvient d'une chose, c'est le petit redon. Et quelquefois, voilà, vous vous souvenez, on a l'impression d'avoir un petit nœud ici, mais qui progressivement, il part. Et le redon, c'est un petit tuyau qu'on met pour voir exactement où nous en sommes au niveau des saignements. Parce que toute intervention saigne, et ça permet en fait de jauger un peu si c'est un saignement normal ou si il faut faire attention. C'est un petit peu comme ça que ça s'est passé pour vous, Monsieur Soubdan ? Oui, tout à fait. Je suis rentré dans l'après-midi, le matin, j'ai été opéré. Et avec le petit drain, là, il y a une petite poche qui récupère le résidu de sang. Exact. Et puis, je suis sorti un jour après, avec la consultation du médecin. Et puis, je suis revenu. Bon, il m'avait dit déjà, du fait que j'avais enlevé une moitié, que ça se peut que cette moitié pourrait sécréter assez d'hormones. Et il m'avait dit de revenir dans 15 jours, avec une prise de sang, le résultat d'une prise de sang. Et quand je suis revenu, c'est là qu'il m'a dit, je suis obligé de prendre la lévothyrox à vie. Faible dose, mais la moitié qui me reste ne sécrète pas assez d'hormones. Donc je suis à vie sur lévothyrox. Justement, on va en parler tout à l'heure avec le docteur Velayoudon, puisqu'on a énormément de questions des téléspectateurs et ils ont vraiment envie qu'on en parle de ce fameux lévothyrox. Docteur Cédric Sandy-Pierre, après l'opération, il y a un suivi particulier ? Ah oui, ça c'est en fait, le propre de la chirurgie, c'est pas juste l'intervention. Ce qui est le plus important, c'est l'indication, est-ce qu'il faut opérer ou pas. Effectivement, le geste, c'est important, mais ça, techniquement, on est habitué. Et surtout après, le suivi. C'est très important parce que déjà, dans la relation avec le patient, voir un peu son ressenti par rapport à l'intervention et lui expliquer comment ça s'est passé. Et ensuite, voir si tous les paramètres vont bien. Alors les paramètres, c'est quoi exactement ? Si vous voulez, vous avez 4 petites glandes derrière la thyroïde, ce qu'on appelle les glandes parathyroïdes, et qui servent finalement à sécréter, pour aller rapidement, le calcium. D'accord ? Et quelquefois, après avoir enlevé la thyroïde, ces petites glandes, elles se mettent au repos. Elles sont sidérées, elles sont un peu feignantes. D'accord ? Donc le temps qu'elles reviennent, le calcium peut chuter un peu. Donc c'est pour ça que le suivi au niveau biologique, ça va être les premiers temps de voir si le patient n'est pas en hypocalcémie, donc une chute du calcium. Et si ça arrive, on supplémente par la bouche et on surveille très régulièrement. Il y a aussi le suivi médical, c'est-à-dire le patient le revoit en général en fonction des chirurgiens entre 8, 10, 15 jours après l'intervention et 1 mois après pour voir si la cicatrice, si tout va bien, et voir aussi au niveau de la voix si tout fonctionne bien. Parce que ça fait aussi partie d'une des complications possibles, très faibles, mais possibles,
de la thyroïdectomie, avoir une voix un peu comme ça, un peu cassée, d'accord, qui est très très rare, qui est autour de 1 à 3% des cas dans toute la littérature mondiale. Quels sont les risques de la chirurgie de la thyroïde, docteur? Alors justement, les risques de la chirurgie, alors, il y a les risques inhérents à toute chirurgie, c'est-à-dire le risque hémorragique faible et le risque aussi d'infection. D'accord. La petite particularité, et c'est pour ça qu'on a une attention plus particulière dans les premières heures, c'est qu'il faut qu'à ce niveau-là, on parlait de la trachée qui permet de respirer. Il faut voir rapidement si effectivement il y a un petit hématome qui se crée pour pouvoir vider ça. Ensuite, il y a les risques en fait inhérents à la thyroïdectomie, et à son anatomie. Puisqu'il y a 4 petites glandes derrière qui servent à sécréter la location. On a parlé de l'hypocalcémie possible. La littérature dit autour de 20% des cas. D'accord. Et c'est souvent, on revient souvent à une calcémie normale quand ça arrive. D'accord. L'autre risque, alors que vous verrez un peu partout, et ça c'est la première question du patient, c'est au niveau de la voix. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs complications possibles au niveau de la voix. Les nerfs, il y a 2 petits nerfs qui passent, en général en consultation, je montre sur un schéma, 2 petits nerfs qui passent derrière la glande thyroïde et qui servent justement à faire bouger les cordes vocales. D'accord. Et quelquefois, pareil, après l'intervention, ils peuvent se mettre au repos, un peu feignant. En général, ils se mettent au repos et la voix elle peut rester un peu cassée, en biton comme ça, pendant un certain temps. Et ça, c'est autour de 1 à 3% des cas. Mettez 1 à 5% des cas pour bien comprendre. Et même quand ça arrive, dans l'extrême majorité des cas, avec un peu d'orthophonie, ça récupère. Docteur Velayoudon, souffrir d'un problème de thyroïde, c'est grave? Est-ce que c'est grave? Alors, c'est vrai que la gravité, ça dépend de l'interprétation de chacun. Pour nous, médecins, la gravité, c'est quand il y a un risque de mort, que c'est vital. Donc, ça dépend du degré d'atteinte. Par exemple, il y a des comas. Qui sont dus à des problèmes de thyroïde. C'est ce qu'on appelle les hypothyroïdies myxœdémateuses. Alors, c'est un terme un peu scientifique, mais ce sont des thyroïdes qui ne fonctionnent pas du tout depuis longtemps, et donc la personne ne s'en est pas rendu compte et le patient peut arriver en état de coma. Donc les signes, quels sont les signes? Donc les signes, ce sont l'hypothermie. L'hypothermie, c'est la température qui est très très basse. La bradycardie, le cœur est très très ralenti avec une fréquence cardiaque qui est très ralentie, et donc ça c'est une urgence vitale. La deuxième gravité, c'est le goitre compressif. On en a parlé, qui est dû à des types de cancers, qui sont des cancers très très agressifs, en particulier l'anaplasique de la thyroïde. C'est un cancer qui est très agressif et qui met en danger la vie des gens. Donc oui, il y a des maladies de la thyroïde qui sont des maladies plus graves que d'autres, mais ce ne sont pas la majorité des problèmes de la thyroïde, et les autres problèmes de la glande thyroïde sont très facilement gérés avec l'endocrinologue. Peut-on prévenir les problèmes thyroïdiens? Alors c'est difficile de parler de prévention parce qu'on n'est pas dans de la maladie chronique, comme pour le diabète par exemple. On ne peut pas prévoir forcément les problèmes de glande thyroïde. On peut prévoir des dysfonctionnements. Par exemple, un patient qui a été opéré de la thyroïde, qui n'a plus du tout de glande, forcément il sera en hypothyroïdie, et donc s'il ne prend pas son traitement à vie, il peut avoir des signes d'hypothyroïdie. Alors, ce n'est pas une maladie qu'on peut prévenir, en fait, parce que ce n'est pas une maladie chronique. Donc, la prévention, c'est difficile de parler de prévention à ce moment-là. Docteur Cédric Sandi-Pierre, y a-t-il un âge pour cette opération, pour se faire opérer de la thyroïde? Malheureusement, non. En fait, si vous voulez, effectivement, l'extrême majorité des cas, ce sont des adultes. D'accord. Alors, plus on prend de l'âge et plus on a des nodules. Le sexe féminin aussi est plus enclin à avoir des nodules. Mais est-ce qu'ils sont suspects ou pas, ça. Bon. Mais malheureusement, on peut avoir des problèmes de thyroïde à n'importe quel âge. Alors, moi, je voulais poser une question, mais M. Soubdan, dans son expérience, j'ai un petit peu la réponse, puisqu'il a dit que malgré son opération, aujourd'hui, il est obligé de prendre son médicament, le lévothyrox. Moi, je me posais la question, est-ce que l'opération dispensait d'un traitement médicamenteux?
Donc finalement, pas vraiment, quoi. Alors, c'est un peu différent, c'est-à-dire que l'intervention vient en relais alors dans certains cas, vient en relais d'un traitement médical, d'accord, comme la maladie de base d'eau. Après, c'est si on enlève deux côtés ou un côté. Alors, si on enlève un seul côté, qu'il reste un côté, dans ce cas, c'est pour ça qu'on dose l'hormone quelques semaines après. Dans la majorité des cas, d'accord, on n'a pas besoin de prendre de lévothyrox après. Mais quelquefois, malheureusement, le côté restant, mais je parle de feignance, moi c'est vraiment ça, le côté restant, il ne veut pas, il est un peu, voilà. Donc on est obligé de l'aider. On est obligé de l'aider en lui donnant effectivement du lévothyrox. Mais si on enlève toute la thyroïde, là, il n'y a pas de choix. Il faut prendre... Donc il est possible de se faire opérer plusieurs fois de la thyroïde. Là aussi, question. Alors, on peut par exemple, oui, la réponse, voilà, oui, on peut par exemple, si on opère une première fois d'un côté, et au bout de 7-10 jours, à l'examen, quand on envoie à l'examen le lobe, c'est-à-dire le côté qu'on a enlevé, ils nous répondent « Ah, malheureusement, c'est une pathologie cancéreuse ». On peut être amené à reprendre le patient pour enlever l'autre côté, puisque c'est dans le référentiel, il faut enlever l'autre côté pour être curatif en termes de pathologie cancéreuse au niveau de la thyroïde. Alors si la question c'est est-ce qu'après avoir enlevé toute la thyroïde, ça peut repousser, c'est difficile. C'est difficile. Il y a des cas où il y a des nodules ectopiques ou dans certains cas où la chirurgie trop agressive ne permettrait pas d'enlever tout. Donc il reste effectivement un morceau, mais en général... Ça reste rare en tout cas. C'est très très rare. Très franchement, c'est très très rare. Quand on enlève toute la thyroïde, en général, on ne revient pas. Monsieur Soubdan, après l'opération, vous vous êtes senti comment? Mais bien, comme tout le monde, comme vous et d'autres personnes, je vis normalement. Si on suit à la lettre la prescription médicale, on n'a pas de problème. Bon, sauf qu'il y a des petits signes. Par exemple, là, vous voyez que je commence à avoir une calvitie, je transpire beaucoup, même si je suis par exemple dans la clim, ou je m'épuise en travaillant, en faisant du sport plus rapidement qu'avant. Mais à part ça, je vis normalement comme tout être humain. Ça c'est peut-être dû à l'opération, docteur? Alors non, pas l'opération, mais à la dose de la lévothyroxine que vous prenez, et peut-être qu'il y a un petit surdosage, c'est-à-dire que peut-être vous en prenez un petit peu trop, parce que ce qui se passe, c'est que la dose de lévothyroxine, elle va dépendre par exemple du poids. Donc si vous avez perdu du poids, peut-être que la dose qu'on vous a mise après l'opération n'est plus adaptée et qu'il faut la diminuer un petit peu. Après, je me permets de faire juste un petit commentaire parce que je crois que c'est important pour les personnes qui nous regardent. Quand on fait l'échographie du cou avec le radiologue, avant une opération, avant de décider l'opération, c'est important de bien regarder les deux lobes. Parce que c'est vrai que si on a une grosseur d'un côté, on peut avoir de l'autre côté des tout petits nodules. Et nous, on est justement souvent en discussion avec le chirurgien pour se dire, il y a un nodule de ce côté-là, je fais une lobectomie, donc un seul côté, ou je fais d'emblée tout parce qu'il y a des petits nodules là, donc si je les laisse, ils vont grossir dans quelques années. Donc ce n'est pas si simple que ce qui a été dit, c'est vraiment important de bien cartographier. Et quand il y a un nodule, ce qui aide aussi beaucoup le chirurgien, pour savoir s'il va tout de suite faire une thyroïdectomie totale, c'est la ponction. On n'en a pas trop parlé, c'est-à-dire que sous contrôle échographique, on va mettre une petite aiguille pour analyser l'intérieur du nodule, parce que si le nodule est suspect, en général, le chirurgien, il va plutôt faire une chirurgie un petit peu plus invasive. Enfin, il peut peut-être compléter que si c'est un nodule qui est plutôt rassurant en échographie et dont la cytoponction est rassurante. Non, c'est très très important. L'échographie, pour nous les chirurgiens, c'est très important. Puisque si vous voulez, l'indication en chirurgie, c'est primordial. On ne va pas enlever deux côtés si on peut laisser l'autre côté. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je parlais avec le radiologue, il nous est déjà arrivé de refaire une échographie et
de demander effectivement à ce qu'on nous cartographie exactement. Parce que pour nous, c'est très très important. Et la cytoponction, c'est l'autre élément. C'est exactement ça. On prend un certain nombre de petites cellules à l'intérieur. Ça ne fait pas le diagnostic, mais ça aide au diagnostic. Ça, c'est important. Et c'est l'ensemble de tous ces faisceaux qui font prendre la décision. Donc, c'est jamais vraiment évident. Et c'est des fois avec le patient aussi qu'on discute. On lui dit, bon, vous voyez, il y a tous ces éléments-là, il y a un certain risque. Je voulais rappeler parce que après l'opération, on a un suivi avec son chirurgien. 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, et on continue ce contrôle. Moi, il a été décelé des micronodules encore sur l'autre partie. Donc tôt ou tard, je suis obligé de repasser sur le bilan. Pour enlever. Et il faut dire aussi que la glande, le nodule qu'ils ont enlevé a été envoyé au laboratoire pour savoir s'il n'y a pas de caractère cancéreux. Exactement. Donc voilà. Et puis dans la famille, il y avait déjà ce... Je crois, le docteur pourra nous dire, est-ce que c'est pas héréditaire? Parce que mon frère a été opéré de la glande thyroïde, ma mère a été opérée de la glande thyroïde. Oui, en fait, ça fait partie justement des éléments de prise de décision. Si dans vos antécédents, plus les nodules, enfin plus tout ce qui est radio, j'entends. Mais si dans vos antécédents, vous avez une pathologie cancéreuse de la thyroïde, comme les antécédents de radiothérapie aussi, au niveau cervical dans l'enfance. Donc tout ça intervient beaucoup dans la prise de décision, tout à fait. Ouais. Alors, vous savez que cette émission, c'est une émission que nous faisons avec nos téléspectateurs. Nous avons quelques questions. Jenny des Abîmes nous demande, les problèmes de thyroïde entraînent-ils toujours la prise de poids? Alors, toujours non. Et justement, chez la femme, on a souvent tendance à dire je prends du poids, c'est ma thyroïde qui ne va pas bien. Et donc non, c'est pas toujours la thyroïde pour répondre à la question. Donc il faut vérifier effectivement qu'elle fonctionne bien, mais il y a souvent d'autres causes intriquées et ce n'est pas toujours la thyroïde. Non. Merci à vous de nous suivre sur les réseaux. On a Jacques de Bretagne qui demande plus précisément à Monsieur Soubdan s'il avait après l'opération une sensation de grosse fatigue. Je lui répondais que comme toute opération, d'autre manière, lorsqu'on a été sous anesthésie, c'est général. Donc c'est vrai qu'on ne sort pas indemne, on est toujours fatigué après une opération. Donc, mais je ne peux pas dire à cause de la thyroïde que je suis fatigué. Non, pas du tout. Non. Marie-Françoise de Garges-les-Gonesse demande au docteur Pierre si la cicatrisation après l'opération se fait rapidement et s'il reste des traces, des cicatrices à vie. Alors, ça j'aime bien cette question. Non, puisqu'en fait c'est vrai que au niveau du cou, tout le pendant esthétique c'est important. Alors, tout dépend aussi de la taille. D'accord, de la thyroïde. En général, une cicatrice, elle fait entre 5 et 6 cm. D'accord. J'essaie de faire en sorte qu'elle soit dans un pli du cou. D'accord. Et après, il faut faire attention à la cicatrice. Il y a un certain nombre de petites choses. La face et le cou cicatrisent très vite. Ils cicatrisent plus vite que le reste du corps. D'accord. Plus la face et un peu le cou après. En gros, au bout de 7-8 jours, la cicatrice est déjà fermée. Et je dis aux patients d'attendre 2 bonnes semaines avant de mettre sous l'eau. Alors, la particularité ici, c'est que les peaux foncées, les peaux comme nous foncées noires, on a tendance à faire un peu plus de cicatrices kéloïdes. C'est la peau qui est comme ça. Donc c'est pour ça que on a une attention encore plus particulière, parce qu'en plus la majorité ce sont des femmes, et les hommes aussi sont coquets maintenant. La majorité ce sont des femmes, et on fait très attention à la cicatrice parce qu'elles peuvent donner, il peut y avoir des petites cicatrices un peu gonflées, un peu rouges, d'accord, à ce niveau avec un petit liseré, mais il y a toujours des solutions. D'accord, il y a toujours des solutions. On a Irène de Petit Canal qui voudrait savoir si le lévothyrox reste le seul médicament pour traiter les graves problèmes de thyroïde. Est-ce que le docteur Velayoundon peut nous en dire plus? Alors, on en revient à la fameuse affaire du lévothyrox. Donc, le nom de la molécule, c'est lévothyroxine.
Très bien. Comme ça, on ne fait pas de publicité pour les laboratoires. Donc la lévothyroxine, c'est la molécule qui a été fabriquée. Et donc chaque laboratoire a eu la possibilité de mettre sur le marché, depuis l'affaire du lévothyrox en 2017, sa molécule. Donc il y a le lévothyrox, il y a le thyrox, enfin, il y en a vraiment plusieurs maintenant. Il y a 5 choix de lévothyroxine. La lévothyroxine, c'est de la T4. Donc on a 2 hormones thyroïdiennes, la T4 et la T3, donc qui sont fabriquées par la petite glande thyroïde. Et donc ce qu'on donne, c'est de la T4, de la lévothyroxine. Elle existe aussi sous la forme de gouttes, notamment pour les enfants, les personnes âgées. Et on a depuis peu aussi les capsules, qui sont des capsules un petit peu molles, qui sont plus faciles à avaler. Donc il y a un petit peu plus de choix maintenant depuis 3 ans, puisqu'avant, effectivement, il n'y avait que le lévothyrox. Et vous savez que l'ancienne formule n'est plus disponible. Et donc il y a eu la nouvelle formule et d'autres formules, d'autres laboratoires pour être l'équivalent de l'ancienne formule. Après, il y a de la T3 qu'on peut donner, mais qui est vraiment réservée à des cas particuliers. Donc on continue à donner de la T4. Merci à vous. Merci. Vous savez qu'on arrive déjà à la fin de l'émission. Un petit mot de la fin pour chacun. S'il y a quelque chose que vous voulez rajouter, on va commencer. Les dames d'abord, on va commencer par le docteur Velayudon. Alors, je voudrais rassurer tout le monde, on peut vivre sans glande thyroïde. Elle est juste remplacée par des médicaments qu'il faut prendre à vie, mais on peut tout à fait vivre sans glande thyroïde. Et donc, il ne faut pas du tout avoir peur de l'opération si elle est nécessaire. Merci à vous, Merci. une fois de plus, d'avoir répondu à notre invitation, Merci. docteur Merci, Brigitte. Friseline Velayudon, endocrinologue, diabétologue. Un petit mot de la fin, docteur Cédric Sandy-Pierre. Oui, juste pour dire que finalement l'intervention sur la thyroïde, c'est une intervention qui est très codifiée, qui existe depuis très longtemps. Et comme toute intervention très codifiée, on a des abats très précis, d'accord, et avec des conséquences qui sont sues. D'accord. Donc, il ne faut pas que ça fasse peur. Il y a un risque de complications, mais qui est très faible. Très très faible. Et M. Soubdan est là pour en juger. Et d'ailleurs, on a regardé, on a à peine vu, on n'a rien vu du tout, donc ça devrait être très Pour rassurant. revenir sur la cicatrice, il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas de point de suture. Ah ben voilà. Maintenant, c'est la colle Exactement. compatible à la chair humaine. Exactement. Et pour dire à la population que je vis normalement, encore mieux qu'avant, donc ils n'ont rien à craindre. C'est bien de le préciser, c'est très très bien de le préciser. Merci Monsieur Soubdan, merci docteur Cédric Sandy-Pierre, merci docteur Velayudon. Vous ne pouvez pas savoir quel plaisir nous avons le jeudi soir à discuter santé avec vous. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous suivre, d'être fidèles à ce rendez-vous. Merci à nos 2 réalisateurs ce soir, Zébris et Jordan. Eh bien, nous, on se donne rendez-vous jeudi prochain, même lait, même télé, Zoja Connect.